Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. On est aujourd'hui au salon de la conchiliculture qui se déroule à Vannes ce mercredi et ce jeudi. On est avec Philippe Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité régional de conchiliculture de Bretagne Sud. On va resituer un petit peu pour nos téléspectateurs. Ce comité régional, il recouvre une zone géographique qui va du sud, de la presqu'île de Crozon jusqu'au nord de la Loire-Atlantique. Et donc ça représente environ 2000 emplois et 422 entreprises. Comment se portent ces entreprises-là en cette fin d'été 2016 ? Écoutez, les choses se passent pas trop mal. Bien sûr, on a toujours des soucis de mortalité. On est obligé de s'adapter par rapport à ça parce qu'on est dans un milieu qu'on ne maîtrise pas. Mais en général, ça se passe relativement bien pour l'instant. Merci beaucoup Philippe Le Gall. On y revient plus en détail dans un instant. Mais je vous propose pour l'heure de retrouver votre actualité bretonne avec les rédactions de TBO et TB Sud. Sur ces écrans en temps réel sont transmises en direct les images filmées dans les rues de Vannes. 31 caméras surveillent la ville en permanence et le dispositif vient d'être modernisé. Exit les caméras peu performantes installées fin 2007 pour 400 000 €, place aux nouvelles technologies et à un nouveau centre de supervision, un investissement nécessaire pour le maire. C'est un secret de polichinelle qu'il n'y a pas si long d'effectifs de la police nationale sur une ville comme la nôtre, mais comme dans d'autres villes. Ils sont actuellement mobilisés sur le plan Vigipirate. Donc ça permet une meilleure efficience dans l'intervention au quotidien, de voir ce qui s'y passe. On a eu à Vannes, et il faut le dire, une recrudescence des cambriolages il y a quelques mois. 80% de ces cambriolages se passent en journée. Effectivement, cette vidéoprotection permet de voir à nos agents ce qui se passe d'anormal dans certains quartiers ou dans certains secteurs de la ville. Ce dispositif doit être complété à la fin de l'année par 15 nouvelles caméras, notamment dans les quartiers, puis 16 autres devraient être installées d'ici à 2018. Au total, 1,4 million d'euros ont été votés pour l'ensemble de ce programme de vidéosurveillance, un choix contesté par l'un des opposants au maire au conseil municipal. Nous avons toujours dit que la vidéosurveillance ne devrait être qu'un outil parce qu'elle ne permet pas de répondre à tous les problèmes de sécurité auxquels Vannes est confrontée, notamment les trafics, l'économie souterraine et les violences urbaines comme ici à Carcado, alors que nous sommes dans un endroit qui est sous vidéosurveillance. Les effectifs de la police municipale n'ont pas bougé depuis 5 ans, alors même que la situation appelle des effectifs supplémentaires qui sont notoirement insuffisants, que les promesses du maire allaient dans ce sens en 2014, 3 ans après, il n'y a toujours rien, que des postes de police dans les quartiers ne sont pas ouverts en continu. À l'heure où je vous parle, celui de Carcado est fermé. Un recrutement de 5 policiers municipaux est actuellement en cours, un chiffre insuffisant pour l'opposition. Au total, la police nationale préconise l'installation de 73 caméras. La ville devrait en compter 62 en 2018. Alors que les États du monde ratifient l'accord de la COP21, les 3 îles de la mer d'Iroise, Ouessant, Saint et Molène, ont elles aussi décidé d'entrer dans l'ère de la transition énergétique. Le lancement a été donné ce mardi à Molène. Objectif, changer la production électrique et faire des économies d'énergie. J'espère passer d'un grand retard à de l'avance dans quelques années, parce que sur les îles, c'est tout ou rien, on ne fait jamais les choses à moitié. Et l'ambition est grande. D'ici 2030, 100% de l'énergie produite sur les îles devra être renouvelable. Éoliennes et panneaux photovoltaïques devraient donc faire partie du paysage, en plus de l'hydrolienne près d'Ouessant. Un challenge plus qu'important pour les insulaires. L'idée, c'est bien d'arrêter de la production d'énergie, d'électricité à partir de diesel. 1 kWh sur les îles de Saint-Ouessant-Molène, c'est 777 grammes de CO2 par kilowatt. Sur le continent, le mix énergétique français, c'est à peu près 60 grammes de CO2 par kilowatt. Donc vous voyez la différence, elle est énorme. Cette transition devrait aussi toucher les maisons et les habitudes des habitants. Par exemple, fini les ampoules classiques. Des LED seront distribuées pour équiper les foyers insulaires. Et la rénovation énergétique va plus loin. Il y a 1 an et demi, l'isolation de la maison de Michel Molénaise a été améliorée. Cette fenêtre et la porte d'entrée ont été changées et un poêle à bois a été installé. Coût de l'opération 16 000 €, subventionné à près de 70%. Ils ont fait un relevé donc à mi-année et ont donné 156 ou 157 €. Et là, on est rendu à 70 € par mois. Un bilan économique et écologique, pour l'instant difficile à mesurer dans son intégralité. En tout cas, la révolution verte est lancée. De la fève de cacao broyée à la tablette, ce chocolat est fabriqué dans le Finistère,
Depuis 2 mois, un atelier à l'est de Lanmeur s'est mis en place pour une nouvelle marque, Grain de Sale. Le produit de base, c'est ce bloc de fèves de cacao broyé importé des Caraïbes. Un atout pour Sébastien Renat, maître chocolatier, qui a immédiatement adhéré au projet. Moi, ce qui m'a plu dans le projet, c'est le fait déjà de travailler la matière brute et de le transformer en chocolat. C'est quelque chose de très rare. Souvent, on a le chocolat qui est déjà fait et après, on le transforme soit en ganache, soit avec des pralinés. Mais on a très peu l'occasion de travailler vraiment la matière brute pour pouvoir faire notre propre chocolat. Les fèves broyées sont ensuite chauffées. On obtient alors une liqueur de cacao, l'ingrédient de base dans la fabrication du chocolat. Ensuite, on va la sucrer. Et après, bien sûr, on va incorporer la vanille et on va la malaxer un certain temps pour avoir notre chocolat. Le beurre de cacao ajouté servira à donner du brillant et du cassant à la tablette. Après cristallisation de la matière, il faut couler le chocolat dans les moules. Il faut verser 100 grammes exactement. Un tunnel de froid permet ensuite à la tablette de se solidifier en 11 minutes. Une dizaine de membres des Genêts d'Or, les hâtes de Lanmeur, intervient alors pour démouler et ensacher le produit. Une réelle opportunité professionnelle pour Sandrine, l'une des recrues. J'avais déjà visité d'autres chocolatiers ailleurs, mais là c'est vraiment quelque chose d'enrichissant, quoi. Parce qu'ils nous laissent vraiment, en fonction de nos capacités, la possibilité d'enrichir nos connaissances là-dedans, quoi. Mais la chocolaterie Grain de Sale sait aussi aller plus loin dans la démarche de développement durable. Des ingénieurs travaillent depuis 4 mois à la conception d'un navire à voile pour transporter les matières premières et le chocolat. Un projet qui réduirait encore plus leur bilan carbone. Pour l'instant, on dessine des bateaux qui seraient à la portée d'une PME, qui seraient très dédiés à notre usage, qui ne visent pas à révolutionner le commerce maritime, parce que des cargos, il y en aura toujours, mais à créer une belle activité, à soutenir notre jolie marque, nos équipes et à créer un circuit quasiment continu entre la Bretagne et les Caraïbes. Lors de ce trajet, les produits bretons seront aussi exportés aux États-Unis. Le voilier ira ensuite récupérer des matières premières dans les Caraïbes avant de revenir en Bretagne. De quoi lier production régionale de qualité à une dimension maritime respectueuse de l'environnement. Voilà, on se retrouve au salon de la conchyliculture à Vannes. Ce sont environ 80 professionnels qui exposent pendant 2 jours ici. Alors Philippe Le Gall, c'est la 32e édition de ce salon qui se veut national. Tout à fait. Pourquoi faut-il être présent en cette rentrée ici ? Parce que tout simplement, on est début septembre, mais pour nous, c'est le début de la saison ostréicole. Et donc, on va commencer à vendre nos produits pour la saison d'hiver. Et donc, c'est vraiment le salon où on fait le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et on fait les projections pour cette année. Et ben, on va faire la même chose. On va notamment revenir sur ce qui s'est passé au printemps dernier sur la rivière de Crac. Oui. Il y a eu un virus qui a provoqué une interdiction de commercialisation pendant 2 mois. Tout à fait. Ça illustre finalement votre problématique de la qualité des eaux, qui est une problématique très importante pour vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience sur le terrain, des élus notamment ? Oui, ça maintenant, ça commence à rentrer parce qu'effectivement, ça fait plusieurs années qu'on s'occupe de ce souci. Et c'est vrai que l'épisode du printemps dernier a été très très fort. Et en plus, est un peu nouveau pour nous parce que ce type d'analyse sur les neurovirus ne se faisait pas auparavant. Et donc là, on voit bien que c'est en train d'être pris en conscience. Aujourd'hui, dans 15 jours, on aura l'inauguration d'une nouvelle station d'épuration où on va justement, l'industriel s'est engagé à traiter les neurovirus. Donc c'est très important. On espère que ça va aller dans ce sens pour qu'on puisse garantir la qualité de l'eau et que surtout les élus prennent le dossier à bras le corps comme ils ont commencé à le faire. Il y a des territoires qui investissent largement en ce moment. Tout à fait, oui. Et puis cette mortalité, vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis 2008, la filière ostréicole connaît des morts de ses naissins. Est-ce que cette saison s'annonce bonne ? Elle est quasiment identique aux autres années, malheureusement, parce que les mortalités, on ne peut pas traiter la mer, on ne peut pas traiter les produits. Aujourd'hui, on a très bien des mortalités sur les huîtres, les moules, les palourdes, les coques, les coquilles Saint-Jacques, c'est-à-dire tous les coquillages sont touchés.
Et on est obligé de s'adapter avec, on n'a pas le choix, on est dans un milieu complètement ouvert, on ne peut pas faire autrement. Donc les taux de mortalité restent importants sur Les taux de cette mortalité saison. restent très importants aussi sur certaines catégories, même sur les vendables, c'est ça qui nous chagrine le plus, hein, parce que autant sur le naissain on arrive à compenser en achetant d'autres naissins, mais sur les vendables ça devient plus problématique. Du coup, pour cette saison qui démarre, en termes de vente, les consommateurs doivent-ils s'attendre à des prix élevés? On a de la chance, c'est qu'il y a quand même du volume cette année, comme l'année dernière. Ça fait 2 années qu'on arrive quand même à reproduire des quantités. Hein. Et là, l'année dernière, on n'avait pas trop de prix, mais cette année, on a un meilleur prix. Bonne nouvelle donc pour les consommateurs notamment. Oui. Il y a une problématique qui vous préoccupe toujours, ici notamment dans le Morbihan, où l'espace côtier est très concurrentiel, on va dire, très prisé. Très prisé. Vous devez finalement vous battre pour garder vos places, c'est ça? C'est sûr, parce qu'on a un littoral très prisé sur le département du Morbihan, où effectivement beaucoup de gens veulent venir en vacances. Et on a la chance, nous les ostréiculteurs, d'avoir le droit de faire nos bâtiments à proximité des milieux de l'eau. C'est ce qui est dans la loi littorale. Mais effectivement, en même temps, c'est compliqué parce que il faut se battre pour garder ces zones. Et on a beaucoup de problèmes pour installer des jeunes. Hein. J'ai énormément de demandes de jeunes ostréiculteurs qui n'arrivent pas à s'installer parce qu'ils n'ont pas de place. On l'a constaté encore cet été, les ostréiculteurs se tournent de plus en plus vers la diversification de leurs activités et notamment vers le tourisme. Le tourisme, c'est une des clés aujourd'hui pour certaines entreprises pour s'en sortir? Ça fait partie, je dirais, des différentes solutions pour essayer de s'en sortir. Là, on voit bien qu'effectivement, sur la partie touristique, comme on profite d'un département qui est très visité, effectivement, certains de mes collègues en profitent et tant mieux. Tant mieux. Et ça marche? A priori, ça marche. Je n'ai pas les chiffres exacts des entreprises, mais s'ils le font, c'est que ça marche. Un dernier mot. Ce salon, cette année, est placé sous le thème de l'innovation vecteur de développement économique. Oui. Est-ce qu'il y a des pistes déjà qui vous paraissent intéressantes pour moderniser, pérenniser vos activités? Oui, bien sûr, on a toujours des choses qui innovent dans notre métier. On est dans un milieu maritime ouvert et on a tout à construire en fin de compte. Là, aujourd'hui, on présente notamment un effaroucheur de dorade. C'est vraiment un sujet important parce que on a des soucis, surtout le littoral français, avec les poissons qui nous mangent les coquillages. Donc, si on a trouvé une solution, mais c'est pas quelque chose de révolutionnaire, il effarouche qu'à 300 mètres, donc je rassure les pêcheurs de poissons qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc c'est ces petites avancées-là qui font que votre métier se développe. Tout à fait. On a aussi des bassins submersibles comme ici qui sont modulables et déplaçables. C'est des choses aussi qui sont importantes pour nous. Merci beaucoup Philippe Le Gall. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet instant été. Je vous dis à très bientôt.